Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le récit d'un homme qui a changé le monde sans jamais lever la main. Un homme en pagne blanc face à l'Empire britannique. Un avocat qui renonce à tout. Un militant qui transforme la faiblesse en arme absolue. Comment un seul être, sans armée, sans fortune, sans titre, a-t-il pu faire trembler la plus grande puissance coloniale de son époque ? Pourquoi ces méthodes, jugées folles par ses contemporains, sont-elles devenues des modèles pour des générations de résistants ? Qu'est-ce qui pousse un homme à jeûner jusqu'à la mort pour arrêter des massacres ? Et surtout, comment expliquer que sa philosophie, née dans la poussière des villages indiens, résonne encore aujourd'hui dans les luttes pour la justice partout sur la planète ? L'histoire de Mohandas Karamchand Gandhi ne commence pas par la sainteté. Elle commence par l'humiliation. Par un homme jeté d'un train en Afrique du Sud parce que sa peau n'était pas de la bonne couleur. Par un avocat timide qui bégayait devant les tribunaux. Par un homme ordinaire qui allait devenir extraordinaire, non pas en devenant plus fort, mais en refusant la violence avec une détermination que personne ne comprenait. Avant Gandhi, le monde connaissait la révolution par le sang. Après lui, il a découvert la révolution par l'âme. Nous sommes au XIXe siècle. L'Inde n'existe pas encore comme nation. C'est un continent fragmenté, un kaléidoscope de royaumes, de langues, de religions, de castes. Des centaines de millions d'êtres humains vivent sous la domination de la Compagnie britannique des Indes orientales, puis directement sous la couronne britannique après la Grande Révolte de 1857. Les Britanniques ne gouvernent pas seulement par la force, ils gouvernent par la division, en opposant hindous et musulmans, en favorisant certaines castes contre d'autres, en créant une élite indienne anglicisée qui méprise ses propres racines. Les écoles enseignent que la civilisation est venue de Londres. Les vêtements indiens sont moqués. Les langues locales sont jugées inférieures. L'économie est organisée pour enrichir la métropole. Les paysans cultivent l'indigo et le coton pour l'exportation pendant que leurs enfants meurent de faim. Dans ce monde, le 2 octobre 1869 naît un garçon dans la petite ville de Porbandar, sur la côte ouest de l'Inde, dans l'actuel Gujarat. Son père, Karamchand Gandhi, est le Diwan, le premier ministre d'un petit État princier. Sa famille appartient à la caste des marchands, les Vaishyas. Rien ne laisse présager un destin exceptionnel. Le jeune Mohandas est un enfant ordinaire, timide, peureux même. Il a peur du noir, il a peur des fantômes. Il se cache derrière sa mère, Putlibai, une femme profondément pieuse qui influence sa vie par sa dévotion religieuse, ses jeûnes réguliers, ses vœux stricts. C'est elle qui plante en lui les premières graines de l'ascétisme et de la maîtrise de soi. L'enfance de Gandhi est marquée par les contradictions. À 13 ans, il est marié à Kasturbai Makhanji, une jeune fille du même âge, selon la tradition des mariages arrangés. Ce mariage précoce le trouble profondément. Il développe une jalousie possessive envers sa femme, voulant contrôler chacun de ses mouvements. Cette obsession le hante et, des années plus tard, il la condamnera comme une forme de tyrannie patriarcale. Mais à l'époque, il n'est qu'un adolescent maladroit, écartelé entre les désirs charnels et les enseignements religieux de sa mère. Il étudie sans passion particulière. Il n'est ni brillant ni médiocre. Un jour, influencé par un ami, il mange de la viande de chèvre, transgressant ainsi les interdits de sa famille végétarienne. Il fume. Il vole de petites pièces de monnaie à son frère et aux domestiques. La culpabilité le dévore. Il écrit une confession à son père, attendant une punition terrible. Au lieu de cela, son père pleure en lisant la lettre, puis lui pardonne.
Cette scène, Gandhi la racontera plus tard comme fondatrice. Le pardon silencieux a plus d'impact que la colère. La compassion transforme plus que la punition. À 18 ans, sa famille décide de l'envoyer en Angleterre pour étudier le droit. C'est une décision audacieuse. Peu d'Indiens de sa caste font le voyage. Certains membres de sa communauté le menacent d'excommunication. Traverser l'océan, disent-ils, pollue la pureté rituelle. Sa mère accepte à condition qu'il fasse 3 vœux. Ne pas toucher à la viande, à l'alcool, ni aux femmes. Gandhi jure, et il tiendra parole. Le voyage en bateau dure des semaines. Gandhi arrive à Londres en septembre 1888. Il a 19 ans. La métropole impériale le fascine et l'effraie. Il tente d'abord de s'intégrer, de devenir un gentleman anglais. Il achète des vêtements coûteux, prend des cours de danse, apprend le français, s'entraîne à parler avec l'accent britannique. Il se regarde dans le miroir et voit un imposteur. Cette phase d'imitation dure quelques mois, puis s'effondre. Il réalise qu'il ne sera jamais accepté comme un égal. Sa peau le trahit. Alors il change de stratégie. Au lieu de nier ses origines, il les embrasse. Il rejoint la Société végétarienne de Londres, fréquente des théosophes, des socialistes, des chrétiens libéraux. Il lit la Bhagavad Gita pour la première fois, ironiquement en anglais, et découvre les textes sacrés de sa propre tradition qu'il avait négligés. Ces 3 années à Londres forment sa pensée. Il est exposé aux idées de Tolstoï, de Ruskin, de Thoreau, des penseurs qui critiquent la civilisation industrielle, la violence d'État, la course au profit. Il lit le Nouveau Testament et est particulièrement touché par le Sermon sur la montagne. Tendez l'autre joue. Cette phrase résonne en lui comme un écho des enseignements hindous et jains sur l'ahimsa, la non-violence. Toutes ces influences se mélangent dans son esprit, créant une philosophie hybride, une éthique universelle qu'il appellera plus tard la satyagraha, la force de la vérité. Il réussit ses examens de droit en 1891 et retourne en Inde. Il a 22 ans. Il espère construire une carrière d'avocat, mais il échoue lamentablement. Lors de son premier procès à Bombay, il est tellement paralysé par le trac qu'il ne peut pas interroger un témoin. Il bégaye, transpire, puis s'enfuit de la salle d'audience. C'est un désastre. Il retourne à Raikot, la ville de sa famille, et se contente de rédiger des pétitions pour quelques roupies. Sa vie semble sans direction, sans éclat. Puis arrive une opportunité inattendue. Une entreprise musulmane basée en Afrique du Sud, Dada Abdullah & Co, cherche un avocat pour représenter leurs intérêts dans un procès commercial à Pretoria. Le contrat est d'1 an. Gandhi accepte, surtout pour fuir l'échec et la médiocrité de sa vie en Inde. En avril 1893, il embarque pour Durban, en Afrique du Sud. Il pense que ce sera un bref intermède professionnel. Il ne sait pas encore qu'il restera 21 ans et que ce pays le transformera complètement. L'Afrique du Sud de la fin du XIXe siècle est un laboratoire de la domination raciale. Les Britanniques et les Boers, descendants des colons néerlandais, se disputent le contrôle du territoire. Les Noirs africains sont réduits à la servitude. Les Indiens, amenés comme travailleurs sous contrat dans les plantations de canne à sucre du Natal, sont méprisés par les Blancs mais se considèrent supérieurs aux Noirs. C'est une société de hiérarchie raciale stricte, de lois ségrégationnistes, de violences quotidiennes. Gandhi, en tant qu'avocat indien éduqué en Angleterre, pense qu'il sera traité avec respect. Il se trompe. Quelques jours après son arrivée, il monte dans un train de première classe pour se rendre à Pretoria. Il a un billet valide. À la gare de Pietermaritzburg, un passager blanc se plaint auprès du chef de train. Un coulis est assis dans un compartiment de première classe. Le chef de train ordonne à Gandhi de rejoindre le wagon de 3e classe.
Gandhi refuse, montrant son billet. L'homme appelle un policier. Gandhi est physiquement expulsé du train. Ses bagages sont jetés sur le quai. Le train repart dans la nuit. Gandhi reste seul dans la salle d'attente, tremblant de froid et de rage. C'est l'hiver austral. Il n'ose pas demander son manteau resté dans ses bagages, de peur d'être encore humilié. Cette nuit change tout. Gandhi se pose la question. Doit-il retourner en Inde ou rester et se battre? Il décide de rester. Non par courage, admet-il plus tard, mais par orgueil. Il ne veut pas fuir. Le lendemain, il poursuit son voyage et subit d'autres humiliations. Un conducteur de diligence le bat parce qu'il refuse de voyager à l'extérieur avec les domestiques. Des hôtels refusent de le recevoir. Des restaurants le chassent. Chaque incident est un coup, mais aussi une leçon. Gandhi comprend que le racisme n'est pas une exception, mais un système. Et que ce système repose sur la peur et l'acceptation de l'injustice par ceux qui la subissent. Il commence à organiser la communauté indienne de Pretoria, puis de Durban. Il fonde le Natal Indian Congress en 1894, une organisation pour défendre les droits des Indiens. Il rédige des pétitions, collecte des témoignages, écrit aux journaux. Il découvre qu'il a un talent, l'écriture. Sur papier, il ne bégaye pas. Ses arguments sont clairs, logiques, implacables. Il apprend aussi à parler en public, surmontant peu à peu sa timidité. Mais surtout, il développe une méthode, la résistance non violente organisée. En 1897, pendant la guerre des Boers, Gandhi organise un corps d'ambulanciers indiens pour aider les Britanniques. Il pense que si les Indiens montrent leur loyauté, ils obtiendront des droits en retour. C'est une logique naïve. Les Britanniques acceptent l'aide, puis l'oublient. Aucun droit n'est accordé. Gandhi apprend que la justice ne se mendie pas, elle se conquiert. En 1906, le gouvernement du Transvaal adopte une loi exigeant que tous les Indiens s'enregistrent avec leurs empreintes digitales, comme des criminels. C'est l'humiliation de trop. Lors d'une réunion publique à Johannesburg le 11 septembre 1906, Gandhi propose une résolution. Les Indiens refuseront collectivement de s'enregistrer, même sous peine d'emprisonnement, d'amende ou d'expulsion. Un homme dans la foule se lève et jure devant Dieu de désobéir. D'autres suivent. Gandhi sent quelque chose de nouveau naître. Ce n'est pas de la colère, c'est une détermination froide, spirituelle. Il cherche un mot pour décrire cette résistance. Finalement, il invente le terme satyagraha. Satya signifie vérité, agraha signifie fermeté, la force de la vérité. Celui qui pratique la satyagraha refuse d'obéir à une loi injuste, accepte la punition sans violence et fait confiance à la vérité pour transformer l'oppresseur. Les mois suivants sont une succession d'arrestations, de procès, de peines de prison. Gandhi est emprisonné plusieurs fois. Il découvre la vie carcérale, les cellules insalubres, le travail forcé, les gardiens brutaux. Mais il découvre aussi quelque chose d'étrange. La prison le libère. En prison, il n'a pas de possession, pas de confort, pas de distraction. Il peut méditer, lire, écrire. Il simplifie sa vie. À sa sortie, il ne retourne pas à son ancienne existence. Il fonde une communauté appelée Tolstoy Farm, près de Johannesburg, inspirée des idées du penseur russe. C'est une expérience de vie collective, de travail manuel, de sobriété volontaire. Gandhi lave les toilettes, laboure les champs, enseigne aux enfants. Il refuse d'employer des domestiques, considérant que tout travail a la même dignité. Il s'habille de plus en plus simplement, abandonnant les costumes occidentaux pour des vêtements indiens tissés à la main. Kasturbai, sa femme, le rejoint avec leurs 4 fils. Leur relation est complexe. Gandhi est exigeant, autoritaire même, imposant ses expériences ascétiques à toute la famille. En 1906, à 37 ans, il fait vœu de brahmacharya, de chasteté absolue.
Il ne consulte pas vraiment Kasturbaï. Il décide seul. Ce vœu, explique-t-il plus tard, n'est pas une condamnation du désir, mais une tentative de canaliser toute son énergie vers un but spirituel et politique. Kasturbaï accepte, mais non sans ressentiment. Elle participe aux luttes, se fait arrêter, mais reste dans l'ombre, une figure silencieuse et digne. Pendant ces années en Afrique du Sud, Gandhi expérimente les principes qui définiront sa vie. La non-violence comme stratégie politique, la désobéissance civile comme acte de conscience, la simplicité volontaire comme éthique personnelle, le jeûne comme purification et pression morale. Il lit énormément. Thoreau et sa désobéissance civile, Ruskin et son Unto This Last, qui le convainc que le travail manuel a une valeur intrinsèque, Tolstoï et son Royaume de Dieu est en vous, qui critique toute forme de violence étatique. Mais il lit aussi les textes religieux, la Bhagavad Gita, le Coran, la Bible, les écrits bouddhistes. Il développe une spiritualité syncrétique, convaincu que toutes les religions enseignent la même vérité fondamentale, la non-violence, la compassion, le service. En 1913, Gandhi organise une grande marche de protestation. Des milliers d'Indiens, hommes, femmes, enfants, traversent la frontière entre le Natal et le Transvaal sans autorisation, défiant les lois d'enregistrement et de circulation. Les autorités paniquent. Des centaines de manifestants sont arrêtés et emprisonnés. Gandhi lui-même est condamné à 9 mois de travaux forcés. Mais la pression internationale monte. Le gouvernement britannique, embarrassé par la publicité négative, intervient. En 1914, un compromis est trouvé. L'Indian Relief Act est adopté, abolissant certaines des lois les plus discriminatoires. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est une victoire morale. Gandhi a prouvé que la résistance non violente peut fonctionner. En juillet 1914, Gandhi quitte l'Afrique du Sud pour retourner en Inde. Il a 45 ans. Il a passé plus de 20 ans loin de son pays natal. L'homme qui embarque à Durban n'est plus le jeune avocat timide qui était arrivé en 1893. C'est un leader aguerri, un penseur original, un saint politique en devenir. Il ne sait pas encore qu'il va libérer une nation. L'Inde de 1915 est en ébullition discrète. La Première Guerre mondiale vient de commencer. Les Britanniques demandent aux Indiens de soutenir l'effort de guerre, promettant vaguement une plus grande autonomie en échange. Des milliers de soldats indiens sont envoyés se battre en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Beaucoup meurent dans les tranchées de la Somme ou les déserts de Mésopotamie. À l'intérieur du pays, une élite éduquée réclame des réformes. Le Congrès national indien, fondé en 1885, est encore une organisation modérée, dominée par des avocats et des intellectuels qui croient en la persuasion et en la loyauté envers la couronne. Ils veulent une place à la table britannique, pas renverser la table. Gandhi arrive dans ce contexte. Il est accueilli comme une célébrité. Son travail en Afrique du Sud est connu. On lui donne le titre de Mahatma, grande âme, un titre qu'il n'a pas cherché et qui l'embarrasse. Mais il l'accepte comme un outil. Si les gens le vénèrent, il peut utiliser cette influence pour mobiliser les masses. Son mentor politique, Gopal Krishna Gokhale, un leader modéré du Congrès, lui conseille de passer 1 an à voyager dans toute l'Inde, à écouter et à apprendre, avant de s'engager dans l'action politique. Gandhi suit ce conseil. Il parcourt le pays en train de 3e classe, la seule façon de voyager avec les pauvres. Il visite des villages où les paysans vivent dans une misère écrasante, où les intouchables sont traités comme des sous-humains, où les femmes sont mariées enfants et brûlées veuves, où la famine revient régulièrement comme une malédiction. Il voit une Inde que les élites urbaines ignorent. Il écoute. Et ce qu'il entend le bouleverse. Les paysans parlent d'impôts écrasants, de propriétaires terriens cruels,
de policiers corrompus, de lois injustes imposées par des juges qui ne parlent pas leur langue. L'Empire britannique, réalise Gandhi, n'est pas seulement une domination politique, c'est une machine d'extraction économique qui appauvrit des millions de personnes pour enrichir une poignée de colons et de collaborateurs locaux. Sa première action politique en Inde se déroule en 1916, dans le district de Champaran, au Bihar. Des paysans viennent le voir et lui racontent comment les propriétaires britanniques de plantations d'indigo les forcent à cultiver cette plante sur 15% de leurs terres, puis achètent la récolte à des prix dérisoires. Les paysans ne peuvent pas refuser. C'est le système du Tinkatia, une forme de servage légalisée. Gandhi se rend à Champaran pour enquêter. Les autorités locales lui ordonnent de partir. Il refuse. Il est convoqué devant un tribunal. Des milliers de paysans se rassemblent autour du palais de justice, inquiets pour leurs défenseurs. Gandhi est reconnu coupable de troubles à l'ordre public. Mais le juge, mal à l'aise devant cette mobilisation populaire, suspend la sentence. Le gouvernement ordonne finalement une enquête officielle. Gandhi recueille des centaines de témoignages. L'évidence de l'injustice est écrasante. Les lois sur le Tinkatia sont abolies. C'est une première victoire. Gandhi apprend une leçon cruciale. Quand on donne aux pauvres la conviction qu'ils ont le droit de réclamer justice, ils deviennent une force irrésistible. En 1918, la guerre se termine. Les Britanniques ont gagné, en partie grâce au sacrifice des soldats indiens. Les Indiens attendent les réformes promises. À la place, ils reçoivent les lois Rowlatt de 1919, des lois d'exception qui permettent au gouvernement d'emprisonner sans procès, de censurer la presse, de réprimer toute forme de dissidence. C'est un coup brutal. Les réformistes modérés sont déçus. Gandhi décide qu'il est temps d'agir à l'échelle nationale. Il appelle à un hartal, une grève générale, pour le 6 avril 1919. C'est la première fois qu'il mobilise tout le pays. Des millions de personnes arrêtent le travail. Les villes sont paralysées. L'atmosphère est électrique. Mais Gandhi ne contrôle pas toutes les forces qu'il a réveillées. Dans plusieurs villes, les manifestations dégénèrent en émeutes. À Ahmedabad, des bâtiments gouvernementaux sont incendiés. Gandhi est arrêté alors qu'il se rend au Pendjab pour calmer la situation. Les autorités britanniques réagissent avec une violence sauvage. Le 13 avril 1919, dans la ville d'Amritsar, au Pendjab, une foule pacifique se rassemble dans un jardin public appelé Jallianwala Bagh pour célébrer un festival religieux et protester contre les arrestations de leaders locaux. Le général Reginald Dyer arrive avec ses troupes, bloque la seule sortie et ordonne de tirer sur la foule sans avertissement. Pendant 10 minutes, les soldats tirent à bout portant. Les gens tentent de fuir, se piétinent, se jettent dans un puits pour échapper aux balles. Quand le silence retombe, il y a des centaines de morts, peut-être plus d'1 millier, et des centaines de blessés. Dyer ne montre aucun remords. Il dit qu'il voulait donner une leçon. C'est un massacre délibéré. La nouvelle du massacre d'Amritsar se répand lentement à travers l'Inde. Quand Gandhi apprend les détails, il est dévasté. Il se sent personnellement responsable. En appelant à la désobéissance civile, a-t-il déclenché une spirale de violence qu'il ne peut pas contrôler ? Il suspend immédiatement la campagne. Il jeûne pendant 3 jours en pénitence. Il écrit « J'ai commis une erreur himalayenne en lançant un mouvement de masse alors que les gens n'étaient pas prêts pour la non-violence. » Cette introspection publique étonne ses partisans. Quel leader politique admet publiquement ses erreurs ? Mais c'est précisément cette humilité qui renforce son autorité morale. Gandhi réalise qu'il doit éduquer le peuple indien à la non-violence, pas seulement comme tactique, mais comme philosophie. Il fonde un journal,
Young India, où il écrit chaque semaine sur la satyagraha, l'ahimsa, le swadeshi, l'autonomie économique. Il élabore un programme complet. Boycott des produits britanniques, surtout les textiles, et promotion du khadi, le tissu filé et tissé à la main. Retrait des enfants des écoles gouvernementales pour créer des écoles nationales. Boycott des tribunaux britanniques et création de tribunaux populaires. Refus de payer certains impôts. Démission des titres et honneurs britanniques. C'est un programme de non-coopération totale. Si les Indiens retirent leur consentement, raisonne Gandhi, l'Empire britannique en Inde s'effondrera comme un château de cartes. En 1920, Gandhi lance la première campagne nationale de non-coopération. L'adhésion est massive. Des millions d'Indiens boycottent les institutions britanniques. Des étudiants quittent les universités. Des avocats abandonnent les tribunaux. Des fonctionnaires démissionnent. Les bazars refusent de vendre des produits étrangers. Gandhi lui-même donne l'exemple radical. Il abandonne ses vêtements occidentaux et ne porte plus qu'un simple dhoti, le pagne des paysans, et un châle. Cette image, l'avocat devenu ascète, l'homme éduqué en Angleterre habillé comme le plus pauvre des Indiens, devient iconique. C'est un message politique puissant. L'Inde n'a pas besoin de l'Occident. Elle peut être elle-même. Mais la transformation de Gandhi en symbole vivant a un coût. Sa vie personnelle devient de plus en plus austère. Il vit dans un ashram, une communauté spirituelle qu'il fonde à Sabarmati, près d'Ahmédabad. Là, il impose des règles strictes. Réveil avant l'aube, prière collective, travail manuel obligatoire, végétarisme strict, abstinence sexuelle, interdiction de l'alcool et du tabac. Chacun, quelle que soit sa caste, doit nettoyer les toilettes. C'est une attaque directe contre le système de caste, particulièrement contre l'intouchabilité. Gandhi accueille des intouchables dans l'ashram, les appelle Harijan, enfants de Dieu, ce qui provoque la colère des hindous orthodoxes. Certains membres de sa communauté le quittent, scandalisés. Gandhi est un réformateur social autant qu'un leader politique. Il croit que l'Inde ne peut pas être libre tant qu'elle est divisée par les castes, tant que les femmes sont opprimées, tant que les villages sont méprisés au profit des villes. Il promeut l'éducation des filles, le remariage des veuves, l'interdiction du travail des enfants. Il critique l'industrialisation qui, selon lui, déshumanise l'ouvrier et détruit les communautés rurales. Il propose une vision alternative, le Swaraj, l'autonomie, qui ne signifie pas seulement l'indépendance politique, mais aussi une société décentralisée de villages autosuffisants où chaque personne file son propre coton, cultive sa propre nourriture et vit en harmonie avec la nature. C'est une utopie prémoderne, un rêve pastoral qui va à contre-courant de l'histoire mondiale. Beaucoup de ses alliés, notamment Jawaharlal Nehru, un jeune intellectuel brillant formé à Cambridge, trouvent ses idées romantiques et irréalistes. Nehru veut une Inde moderne, industrielle, socialiste. Gandhi veut une Inde qui retourne à ses racines villageoises. Cette tension idéologique ne sera jamais complètement résolue. En février 1922, la campagne de non-coopération atteint son apogée. Des millions de personnes sont mobilisées. Le gouvernement britannique est déstabilisé. Mais alors, un incident tragique se produit dans le village de Chauri Chaura, en Uttar Pradesh. Une foule de manifestants, provoqués par la police, attaque un poste de police, tue 22 policiers et brûle le bâtiment. Quand Gandhi apprend la nouvelle, il est horrifié. La violence, même en représailles, est inacceptable. Sans consulter les autres leaders du Congrès, il suspend immédiatement toute la campagne de non-coopération. Ses collègues sont furieux.
Comment peut-il abandonner un mouvement national à cause d'un incident isolé? Mais Gandhi est inflexible. Pour lui, les moyens déterminent les fins. Une indépendance obtenue par la violence sera une indépendance corrompue. Le 10 mars 1922, Gandhi est arrêté et accusé de sédition. Son procès devient un événement médiatique. Face au juge, il prononce un discours mémorable. La non-coopération avec le mal est un devoir autant que la coopération avec le bien. Il plaide coupable et demande au juge de lui infliger la peine maximale. Le juge, visiblement troublé, le condamne à 6 ans de prison, mais ajoute : si le gouvernement décide plus tard de réduire la peine, personne ne sera plus heureux que moi. Gandhi est emprisonné à la prison de Yerauda, près de Pune. Il passe 2 ans en prison. Il lit, écrit, file du coton sur son rouet portable. Il mène une vie monastique. En 1924, il est libéré prématurément pour raison de santé après une opération d'appendicite. Quand il sort, le mouvement national est fragmenté. Le Congrès est divisé entre modérés et radicaux. Les hindous et les musulmans, unis pendant la non-coopération, se méfient à nouveau les uns des autres. Des émeutes communautaires éclatent. Gandhi est découragé. Il se retire temporairement de la politique active et se concentre sur le travail social. Promouvoir le khadi, lutter contre l'intouchabilité, améliorer les conditions sanitaires des villages. Pendant plusieurs années, Gandhi reste en retrait. Le Congrès continue ses activités, mais sans direction claire. En 1928, une commission britannique, la commission Simon, arrive en Inde pour étudier d'éventuelles réformes constitutionnelles. Aucun Indien n'est inclus dans la commission. C'est une insulte. Des manifestations massives accueillent la commission partout. Simon, go back! La répression policière est brutale. Un leader nationaliste, Lala Lajpat Rai, meurt des suites de blessures infligées par la police lors d'une manifestation. La colère monte. En décembre 1929, lors de la session du Congrès à Lahore, sous la présidence de Jawaharlal Nehru, le parti adopte une résolution historique. L'objectif n'est plus le statut de dominion au sein de l'Empire britannique, mais l'indépendance complète, Purna Swaraj. Le 26 janvier 1930 est déclaré jour de l'indépendance. Des millions d'Indiens prêtent serment de lutter pour la liberté. Mais comment ? Gandhi a la réponse. Il choisit une cible improbable, la taxe sur le sel. Le gouvernement britannique détient un monopole sur la production et la vente du sel. Les Indiens doivent acheter du sel taxé, même s'ils vivent au bord de l'océan. C'est une loi absurde et injuste qui touche les plus pauvres. Gandhi annonce qu'il va marcher jusqu'à la mer et fabriquer illégalement du sel. Beaucoup de ses collègues sont perplexes. Le sel, c'est le grand symbole de la lutte anticoloniale ? Mais Gandhi comprend le génie de ce choix. Le sel est universel. Tout le monde en a besoin. La taxe sur le sel est un fardeau que chaque Indien ressent. En défiant cette loi, Gandhi transforme un enjeu économique apparemment mineur en acte de défi politique majeur. Le 12 mars 1930, à 61 ans, Gandhi quitte son ashram de Sabarmati avec 78 disciples et commence une marche de 388 km vers le village côtier de Dandi. Il marche environ 15 km par jour. Chaque soir, il s'arrête dans un village où des milliers de personnes viennent l'écouter. La marche devient un pèlerinage national. Des journalistes du monde entier suivent l'événement. 24 jours après le départ, le 6 avril, Gandhi arrive à Dandi. Le lendemain matin, à l'aube, il se baigne dans la mer, puis ramasse une poignée de boue salée. Avec ceci, je secoue les fondations de l'Empire britannique, dit-il.
C'est un geste simple, presque comique, mais son impact est immense. Partout en Inde, les gens commencent à fabriquer illégalement du sel. Des milliers de personnes sont arrêtées. Le 5 mai 1930, Gandhi lui-même est arrêté, sans procès, et emprisonné à Yerauda. Mais la désobéissance civile continue. Le 21 mai, une colonne de satyagrahis, menée par la poète Sarojini Naidu, marche pacifiquement vers les salines de Dharasana, contrôlées par le gouvernement. Ils avancent en rang discipliné. La police les attend avec des matraques en acier. Lorsque les manifestants approchent, les policiers frappent. Les satyagrahis tombent. Ils ne ripostent pas. D'autres avancent. Ils sont frappés à leur tour. Cela continue pendant des heures. Des centaines de personnes sont blessées, certaines grièvement. Un journaliste américain, Webb Miller, est présent. Son reportage, publié dans les journaux du monde entier, décrit la scène avec horreur. Des hommes et des femmes marchant calmement vers une violence certaine, sans lever la main, tombant sous les coups, et d'autres prenant leur place. L'opinion publique mondiale est choquée. L'image de l'Empire britannique civilisé frappant des manifestants non violents est désastreuse. Le gouvernement britannique est piégé. Emprisonner Gandhi et des milliers de militants ne fait qu'augmenter la pression. En janvier 1931, Gandhi est libéré. Le vice-roi, Lord Irwin, l'invite à négocier. Les deux hommes ont une série de conversations. C'est un moment étrange. L'ascète en pagne face aux représentants de l'Empire en uniforme. Gandhi négocie directement avec le pouvoir colonial, d'égal à égal. Un accord est trouvé, le pacte Gandhi-Irwin. Les prisonniers politiques seront libérés, les ordonnances d'urgence seront levées et les Indiens pourront fabriquer du sel pour leur usage personnel. En échange, le Congrès suspend la désobéissance civile et accepte de participer à une conférence de la Table ronde à Londres pour discuter de l'avenir constitutionnel de l'Inde. Gandhi se rend à Londres en septembre 1931 comme seul représentant du Congrès. Il loge dans l'East End, parmi les travailleurs pauvres, refusant les hôtels luxueux. Il rencontre des ouvriers du textile au chômage qui lui reprochent le boycott des produits britanniques. Gandhi leur explique que les Indiens sont plus pauvres qu'eux, que l'industrie textile indienne a été détruite par la concurrence britannique, que la justice exige que l'Inde reprenne le contrôle de sa propre économie. Certains sont convaincus. Il rencontre aussi Charlie Chaplin, Georges Bernard Shaw, des intellectuels, des militants. Mais la conférence elle-même est un échec. Les Britanniques refusent d'accorder l'indépendance. Ils jouent sur les divisions, hindous contre musulmans, intouchables contre castes supérieures, princes contre nationalistes. Gandhi rentre en Inde les mains vides. À son retour, il est immédiatement arrêté. Le nouveau vice-roi, Lord Willingdon, est moins conciliant qu'Irwin. La répression s'intensifie. Des dizaines de milliers de militants du Congrès sont emprisonnés. Gandhi est détenu à Yerauda. En prison, il apprend qu'un projet de constitution britannique prévoit des électorats séparés pour les intouchables, les isolant politiquement du reste de la communauté hindoue. Gandhi voit cela comme une manœuvre pour diviser les hindous. En septembre 1932, il annonce qu'il entame un jeûne à mort contre cette disposition. « Je ne céderai pas tant que cette injustice ne sera pas corrigée, dit-il. C'est un pari risqué. S'il meurt, le pays pourrait exploser. Les leaders politiques, y compris Bhimrao Ambedkar, le principal leader intouchable, sont mis sous pression. Après des négociations intenses, un compromis est trouvé. Le pacte de Poona garantit des sièges réservés pour les intouchables au sein de l'électorat général hindou plutôt qu'un électorat séparé. Gandhi rompt son jeûne au 6e jour, évitant de justesse la mort. Cette utilisation du jeûne comme arme politique est controversée. Les critiques,
y compris Ambedkar, accusent Gandhi de chantage émotionnel. Comment négocier rationnellement quand un homme menace de se laisser mourir? Mais Gandhi voit le jeûne comme une forme de tapasya, de pénitence spirituelle, un moyen de purifier son propre cœur et de toucher la conscience de l'adversaire. Il jeûne plusieurs fois au cours de sa vie, contre la violence communautaire, contre l'intouchabilité, pour forcer des négociations. Chaque fois, le pays retient son souffle. Pendant les années 1930, Gandhi alterne entre prison et activisme. Il passe beaucoup de temps à travailler sur des questions sociales, particulièrement la lutte contre l'intouchabilité. Il parcourt l'Inde, visitant des communautés intouchables, mangeant avec elles, insistant sur le fait qu'elles font partie de la société hindoue. Il fait face à une opposition féroce de la part des hindous conservateurs. Lors d'une visite à Pune, une bombe est lancée sur sa voiture. Elle n'explose pas. Gandhi n'est pas découragé. « Celui qui veut me tuer peut venir directement, dit-il. Je ne porte pas d'armes. Je n'ai pas de garde du corps. » Et il n'en a jamais. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939. Le vice-roi déclare l'Inde en guerre contre l'Allemagne sans consulter aucun leader indien. Le Congrès proteste. Gandhi est personnellement opposé au fascisme, mais il refuse de soutenir l'effort de guerre britannique tant que l'Inde n'est pas libre. Nous ne pouvons pas offrir notre aide dans une guerre pour la démocratie quand nous-mêmes sommes privés de démocratie, argumente-t-il. En 1940, il lance une campagne de désobéissance civile individuelle. Des militants désignés prononcent publiquement des discours anti-guerre et sont arrêtés. C'est une campagne limitée, contrôlée, pour maintenir la pression sans provoquer de répression massive. Mais en 1942, la situation devient critique. Les Japonais avancent en Asie du Sud-Est. La Birmanie tombe. L'Inde est menacée d'invasion. En mars, le gouvernement britannique envoie Sir Stafford Cripps avec une offre. L'indépendance après la guerre, en échange du soutien indien maintenant. Le Congrès rejette l'offre, la jugeant insuffisante. Gandhi va plus loin. En août 1942, lors de la session du Congrès à Bombay, il lance l'appel le plus radical de sa vie. Quit India. Quitter l'Inde. Il exige le départ immédiat des Britanniques. Nous ferons ou nous mourrons, déclare-t-il. C'est un ultimatum. Ou les Britanniques partent, ou les Indiens se lancent dans une résistance totale. La réponse britannique est brutale et immédiate. Le lendemain matin, le 9 août, Gandhi et tous les leaders du Congrès sont arrêtés. Ils sont emprisonnés sans procès pour la durée de la guerre. Gandhi est détenu au palais de l'Aga Khan, à Pune, transformé en prison. Le mouvement Quit India, privé de leadership centralisé, devient spontané et parfois violent. Des gares sont brûlées, des lignes télégraphiques coupées, des fonctionnaires attaqués. Le gouvernement répond par une répression féroce. Tirs sur les foules, arrestations de masse, torture. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées ou emprisonnées. C'est la plus grande rébellion depuis 1857. En prison, Gandhi est dévasté par la violence. Il jeûne à nouveau pendant 21 jours en février-mars 1943 pour protester contre les accusations britanniques selon lesquelles il aurait incité à la violence. Il survit de justesse. Mais un coup plus terrible l'attend. En février 1944, Kasturbai, sa femme, tombe malade. Elle est emprisonnée avec lui. Les médecins recommandent de la pénicilline, mais Gandhi refuse, préférant les remèdes naturels. Son état se détériore. Le 22 février, elle meurt dans ses bras. Gandhi est brisé. Quelques semaines plus tard, il contracte lui-même le paludisme et tombe gravement malade. Le gouvernement, craignant qu'il ne meure en prison et provoque une explosion nationale, le libère le 6 mai 1944. Il a 75 ans.
Il sort affaibli, endeuillé, mais pas vaincu. La guerre se termine en 1945. Les Britanniques ont gagné, mais ils sont épuisés, ruinés, incapables de maintenir un empire. Les travaillistes arrivent au pouvoir à Londres, plus sympathiques à l'idée de décolonisation. Des négociations commencent. Mais un problème devient de plus en plus urgent, la question musulmane. La Ligue musulmane, dirigée par Muhammad Ali Jinnah, réclame la création d'un État séparé pour les musulmans, le Pakistan. Jinnah argue que les hindous et les musulmans sont deux nations distinctes qui ne peuvent pas coexister dans un même État. Gandhi s'oppose fermement à la partition. Pour lui, l'Inde est une, indivisible, un pays où toutes les religions peuvent vivre ensemble. L'Inde sera divisée sur mon cadavre, dit-il. Mais il ne peut pas arrêter la marche vers la partition. Les tensions communautaires explosent. En août 1946, Jinnah appelle à une journée d'action directe. À Calcutta, des émeutes monstrueuses éclatent entre hindous et musulmans. Pendant 4 jours, la ville est livrée à la violence. Des milliers de personnes sont tuées, massacrées dans les rues, dans leurs maisons. Les cadavres s'empilent. La police est dépassée. C'est le début de ce qu'on appellera le grand meurtre. La violence se propage à d'autres régions. Bihar, Pendjab, Noakhali. Des villages entiers sont brûlés. Des atrocités d'une brutalité indicible sont commises. L'Inde sombre dans un cauchemar communautaire. Gandhi refuse d'accepter cette horreur. En novembre 1946, alors que la violence ravage le district de Noakhali au Bengale oriental, il décide de s'y rendre seul, sans escorte. Il a 77 ans. Il marche de village en village, souvent hostile, où des minorités hindoues ont été massacrées. Il dort dans des huttes, mange avec les villageois, prie avec les musulmans et les hindous. Il prêche la réconciliation. « Si vous devez me tuer, tuez-moi, mais arrêtez de vous entretuer, supplie-t-il. Lentement, sa présence apaise certaines zones. Mais ailleurs, la violence continue. En mars 1947, le nouveau vice-roi, Lord Mountbatten, arrive avec la mission d'organiser le transfert de pouvoir. Après des négociations avec le Congrès et la Ligue musulmane, il devient clair que la partition est inévitable. Nehru et les autres leaders du Congrès, épuisés par la violence, l'acceptent à contre-cœur. Jinnah a obtenu son Pakistan. Gandhi est isolé. Il s'oppose toujours, mais il n'a plus le soutien de ses propres collègues. Le 3 juin 1947, le plan de partition est annoncé. L'Inde sera divisée en deux. L'Union indienne, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane, lui-même divisé en deux ailes, séparées par 1600 km de territoire indien. Le 15 août 1947, l'Inde devient indépendante. C'est un moment de joie et de triomphe. À Delhi, Nehru prononce son fameux discours. Au coup de minuit, quand le monde dort, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. Des millions de personnes célèbrent. Mais Gandhi ne participe pas aux festivités. Il est à Calcutta, essayant d'arrêter les émeutes. Il jeûne à nouveau, refusant de manger tant que les violences continuent. Sa présence et son jeûne apaisent miraculeusement Calcutta. Hindous et musulmans viennent à lui, promettant de protéger les minorités. La ville, qui était au bord de l'explosion, retrouve une paix fragile. Mais au Pendjab, la situation est apocalyptique. La partition a divisé cette province. Des millions de musulmans fuient vers le Pakistan, des millions d'hindous et de sikhs fuient vers l'Inde. Dans le chaos de ce transfert de population, des massacres massifs se produisent. Des trains entiers arrivent remplis de cadavres. Des colonnes de réfugiés sont attaquées. On estime qu'entre 1 et 2 millions de personnes meurent pendant la partition et 10 à 20 millions sont déplacés. C'est l'une des plus grandes catastrophes humanitaires du XXe siècle.
Gandhi est déchiré. L'indépendance qu'il a tant désirée est entachée de sang. En septembre 1947, il se rend à Delhi, où affluent des réfugiés hindous et sikhs traumatisés par les massacres au Pakistan. Beaucoup réclament vengeance contre les musulmans. Des mosquées sont attaquées. Gandhi prêche la non-violence, protège les musulmans, insiste pour que les mosquées soient rouvertes. Mais ces appels tombent dans des oreilles sourdes. Pour beaucoup d'hindous radicaux, Gandhi est devenu un traître. Ils l'accusent d'être trop indulgent envers les musulmans, d'avoir accepté la partition, d'avoir affaibli l'Inde. Le 13 janvier 1948, Gandhi commence son dernier jeûne à Delhi, exigeant que toutes les communautés vivent en paix et que le gouvernement indien paie les fonds dus au Pakistan selon les accords de partition. Certains leaders hindous et sikhs voient cela comme une trahison. Le 18 janvier, après 5 jours de jeûne, des représentants de différentes communautés signent une déclaration promettant la paix. Gandhi rompt son jeûne. Mais les extrémistes n'ont pas abandonné. Une bombe explose lors d'une réunion de prière de Gandhi le 20 janvier. Elle n'atteint personne. Gandhi refuse d'augmenter sa sécurité. Si je dois mourir par les balles d'un fou, je dois l'affronter avec un sourire, dit-il. Il ne doit y avoir aucune colère en moi. Dieu doit être sur mes lèvres. Le 30 janvier 1948, en fin d'après-midi, Gandhi se rend à sa réunion de prière quotidienne dans les jardins de Birla House à Delhi. Il marche lentement, s'appuyant sur 2 jeunes femmes. Des centaines de personnes attendent. Un homme, Nathuram Godse, un nationaliste hindou membre d'une organisation extrémiste, se fraye un chemin dans la foule. Il s'incline devant Gandhi, sort un pistolet et tire 3 fois à bout portant. Gandhi s'effondre. Ses derniers mots, selon certains témoins, sont « Hé Ram, ô Dieu ». Il meurt presque instantanément. Il avait 78 ans. La nouvelle se répand comme une onde de choc. L'Inde est plongée dans le deuil. Nehru annonce à la radio « La lumière s'est éteinte de nos vies et il y a de l'obscurité partout ». Des millions de personnes pleurent. Le lendemain, une procession funéraire traverse Delhi. Le corps de Gandhi, couvert de fleurs, est porté sur un affût de canon. Des centaines de milliers de personnes suivent. Il est incinéré, selon le rite hindou, sur les rives de la Yamuna. Ses cendres seront dispersées dans plusieurs rivières sacrées à travers l'Inde. L'assassin, Nathuram Godse, est arrêté sur place. Il ne nie pas son acte. Lors de son procès, il lit une longue déclaration justifiant le meurtre. Il accuse Gandhi d'avoir affaibli l'Inde, d'avoir été trop favorable aux musulmans, d'avoir permis la partition. Il est reconnu coupable et pendu en novembre 1949. Mais son idéologie survit. Le nationalisme hindou radical, que Gandhi combattait, continue d'exister, devenant même une force politique majeure des décennies plus tard. Alors, que reste-t-il de Gandhi ? Comment juger cet homme complexe, contradictoire, révolutionnaire et conservateur, saint et stratège ? Sa plus grande réussite est d'avoir prouvé que la non-violence peut être une force politique efficace. Avant lui, les empires tombaient par les armes. Lui a montré qu'il pouvait tomber par la conscience morale, par le refus de coopérer, par la détermination pacifique de millions de personnes ordinaires. La Satyagraha a inspiré Martin Luther King Jr. dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Nelson Mandela dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, les dissidents en Europe de l'Est contre les régimes communistes. L'idée gandhienne que la fin ne justifie pas les moyens, que les moyens doivent être aussi purs que la fin, résonne encore. Mais Gandhi n'était pas parfait. Ses vues sur les femmes étaient paternalistes.
Il encourageait leur participation à la lutte politique, mais les enfermait dans des rôles traditionnels. Ses expériences avec la chasteté, notamment dormir nu avec de jeunes femmes pour tester sa maîtrise de soi, étaient troublantes et problématiques. Ses attitudes envers les Noirs africains pendant ses années en Afrique du Sud étaient, au début, imprégnées de préjugés, même s'il évolua plus tard. Sa vision économique, le rejet de l'industrialisation, le retour au village autosuffisant, était romantique et impraticable dans un monde moderne. L'Inde indépendante n'a pas suivi ce chemin. Elle a choisi la modernisation, l'industrie, la science, sous la direction de Nehru. Gandhi a échoué à empêcher la partition. Sa vision d'une Inde unie, harmonieuse, où hindous et musulmans vivraient comme frères, s'est fracassée sur les réalités de la politique communautaire et de la violence. Certains historiens argumentent qu'il a mal compris la profondeur de la division musulmane, qu'il a sous-estimé Jinnah, qu'il a été trop idéaliste. D'autres disent que la partition n'était pas inévitable, qu'avec plus de temps et moins de violence, un compromis aurait pu être trouvé. Nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain, c'est que Gandhi a transformé la politique indienne en mobilisant les masses. Avant lui, le nationalisme indien était l'affaire d'une élite urbaine anglophone. Lui a fait descendre la politique dans les villages, a donné aux paysans, aux femmes, aux intouchables un sentiment d'agence, la conviction qu'ils pouvaient changer leur destin. Il a fait de la lutte pour l'indépendance une lutte morale, spirituelle, pas seulement politique. Il a connecté le personnel et le politique, insistant sur le fait que la transformation de soi et la transformation sociale sont inséparables. Sa vie était son message. Il ne demandait rien qu'il ne pratiquait pas lui-même. Il vivait simplement, possédait presque rien. Quand il est mort, ses seules possessions étaient ses lunettes, sa montre, ses sandales, un bol, une cuillère et quelques livres. Dans un monde obsédé par l'accumulation, sa sobriété volontaire était un reproche silencieux. Dans un monde de violence, sa non-violence était un défi. Dans un monde de cynisme, sa foi dans la bonté humaine était une provocation. Il n'était pas un saint. Il était un homme avec des failles, des contradictions, des échecs. Mais il était un homme qui a essayé, avec toute sa volonté, de vivre selon ses principes, même quand c'était difficile, même quand c'était douloureux, même quand cela l'isolait. Il croyait que la vérité et la non-violence finiraient toujours par triompher, que l'arc de l'univers moral se plie vers la justice. C'était peut-être naïf, mais c'était aussi courageux. Aujourd'hui, dans un monde encore déchiré par la violence, le nationalisme, l'injustice, les méthodes de Gandhi semblent à la fois plus nécessaires et plus impossibles que jamais. Comment résister sans haïr? Comment lutter sans détruire? Comment construire la paix dans un monde armé jusqu'aux dents? Gandhi n'avait pas toutes les réponses, mais il posait les bonnes questions. Et il les posait avec sa vie, pas seulement avec ses mots. Il y a une photo célèbre de Gandhi, prise quelques mois avant sa mort. Il marche seul dans un village, s'appuyant sur un bâton, courbé par l'âge mais déterminé. Derrière lui, rien que la poussière et le ciel. C'est l'image d'un homme qui a renoncé à tout sauf à sa conviction. Un homme qui a défié un empire non par la force, mais par la faiblesse transformée en force. Un homme qui croyait que l'amour et la vérité étaient des armes plus puissantes que les fusils et les bombes. Avait-il raison? L'histoire n'a pas tranché. Des millions de personnes ont suivi son exemple. Des millions d'autres ont choisi la violence. Le débat continue. Mais une chose est indéniable. Gandhi a élargi notre imagination morale. Il a montré qu'il existe d'autres façons de lutter, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être humain. Dans un siècle de guerre totale, de génocide, de bombes atomiques, cette voix fragile d'un homme en pagne blanc, parlant de non-violence et de vérité, résonne comme un rappel obstiné.
nous pouvons être meilleurs. Nous devons essayer. Et peut-être est-ce là son plus grand héritage. Pas les lois qu'il a changées, pas les victoires politiques qu'il a remportées, mais l'idée qu'il a plantée. Qu'un individu ordinaire, armé seulement de conviction et de courage, peut défier l'injustice et, parfois, la vaincre. Que la transformation commence par soi-même. Que les moyens sont aussi importants que les fins. Que la violence engendre la violence, mais que la non-violence peut briser le cycle. Ces idées sont aujourd'hui attaquées, moquées même, dans un monde qui valorise la force, l'efficacité, le pragmatisme sans scrupules. Mais elles persistent, comme une petite flamme qu'on ne peut pas éteindre. Quelque part, un activiste pacifiste organise une manifestation non violente. Quelque part, un prisonnier de conscience refuse de se plier à l'injustice. Quelque part, quelqu'un choisit le dialogue plutôt que les poings. Et dans ces moments, l'esprit de Gandhi, cet homme frêle qui a ébranlé un empire, continue de vivre. Mohandas Karamchand Gandhi est mort le 30 janvier 1948, assassiné par un fanatique. Mais le Mahatma, la grande âme, cette idée qu'un être humain peut incarner la vérité et la non-violence, cette idée-là ne meurt jamais vraiment. Elle attend, dans les cœurs et les consciences, prête à ressurgir chaque fois que l'humanité en a besoin. Et nous en avons toujours besoin. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à proposer d'autres sujets historiques dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la vie extraordinaire d'un homme ordinaire qui a changé le monde.